Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Du cinéma et l'Afrique, au cinéma africain. Introduction. Le dit du cinéma africain. Par son Excellence Amadou Hampâté-Bâ. Je ne me souviens plus exactement du premier film que j'ai vu, mais je me souviens parfaitement de la première projection cinématographique qui a eu lieu dans mon village. En 1908, un Européen vint à Bandiagara, Mali, pour y projeter un film. L'islam de mon village n'était pas encore affranchi de son état iconoclaste. Thierno Bokar n'était pas encore apparu avec sa force spirituelle et mystique décisive. Les marabouts se concertèrent pour faire échouer l'entreprise. En effet, ce blanc voulait non seulement faire voir aux croyants des images impies, mais il voulait le faire moyennant rétribution. C'en était plus que trop. Il fallait saboter la chose. À l'époque, ce n'était pas facile pour des nègres de gâter une affaire de blanc en pays colonisé. Les marabouts, sachant qu'ils ne pouvaient empêcher la projection, se réunirent à la mosquée. Ils y tinrent un conciliabule autour du grand tafsir. Le grand imam s'adressa à ses pairs en ces termes. « Voici mes frères, le grand commandant Hupersonne nous a appelés ce matin, Babali Awali, Thierno Maka, Thierno Bobo, Antiora et moi-même. Il nous a annoncé qu'un blanc est venu pour donner une soirée récréative aux habitants de Bandiagara. Ce blanc veut nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Le commandant nous a expliqué en quoi consiste ce quelque chose. Nous avons conclu que l'attraction qu'on nous propose ne peut être qu'une séduction satanique. Si elle n'en était pas une, on n'aurait pas choisi la nuit noire pour la présenter. Or, selon le dire du grand commandant, le spectacle se déroulera toute lumière éteinte. Pourquoi dans l'obscurité ? C'est facile à deviner. Nous savons tous que le diable n'agit que dans l'ombre épaisse. Qui ignore parmi nous que les blancs non-musulmans ont pactise avec le diable ? Or celui qui est venu en est un, et de la belle espèce. Le machin que ce blanc compte nous montrer ne peut être que la manifestation d'un des génies rebelles à Allah, que l'envoyé de Dieu, Salomon, avait scellé dans des vases prisons qu'il jeta dans les profondeurs de la mer. Les filets des pêcheurs en ramènent de temps en temps à la surface. Chaque génie emprisonné, ainsi repêché, promet de servir fidèlement celui qui l'a halé, à condition qu'il ne le rejette pas dans l'eau. Aucun sorcier n'avouera publiquement sa sorcellerie. Aucun frère digne ne vendra non plus son frère. Le grand commandant a beau être honnête, il ne nous dévoilera pas les secrets de son frère qui n'est ni plus ni moins qu'un sorcier. Quand la langue se retourne dans la bouche, l'esprit capte et saisit le sens de ce qu'elle exprime malgré elle. Ainsi, quand le commandant nous a parlé ce matin, nous avons compris. Par déduction, nous avons su ce qu'il ne voulait pas que nous sachions. Ce qu'on veut nous montrer demain soir est une scène des ombres mouvantes. C'est de la diablerie. Le blanc éteindra la lumière, en bon magicien, il incantera soit doucement soit à haute voix. Et le diable répondra à son appel. Le blanc lui commandera de faire un miracle sacrilège. Le diable vomira des lumières impies. Celles-ci perceront l'obscurité et au contact d'un grand pagne enchanté, elles se transformeront en images mouvantes, qui ne sont en réalité que des apparitions, des fantômes sataniques, propres à tromper les fidèles. Nous concluons que ces représentations sont sacrilèges. Celui qui les verrait et prendrait plaisir à les considérer attentivement, commettrait un grand péché. Quiconque verrait ces figures diaboliques ne verra pas, dans le paradis d'Allah, la splendide figure de Mahomet. Quel malheur que de ne pas voir dans l'autre monde, la resplendissante figure de notre Seigneur Mahomet. Décidons de rentrer chez nous, et avant demain, il faudrait que chacun de nous en ait parlé à son frère, à son ami et à ses femmes et enfants. Le mot d'ordre que chaque frère doit donner à son frère, c'est « Défense absolue d'aller voir le spectacle infernal du sorcier blanc ». Mais il faut que ce mot d'ordre circule de bouche à oreille parce que si le grand commandant apprenait que nous sabotons le machin de son frère, c'est sûr qu'il nous mettrait en prison. Il nous ferait porter des briques et piler du gros mil rouge. Or ce n'est pas la peine d'aller en prison pour de pareilles sottises. Alors c'est entendu ? Oui, c'est bien compris. C'était si bien entendu qu'avant la dernière prière de la nuit qui a lieu vers 20h, la nouvelle était répandue jusqu'au fond des cases des femmes cloîtrées. La nuit du spectacle vint.
Le commandant se présenta accompagné des 4 blancs qui composaient toute la population européenne de Bandiagara. Mais il ne trouva sur place que le chef de canton, entouré des chefs de quartier et d'une dizaine de notables. Ce qui n'était pas beaucoup pour une population de 15 000 à 20 000 habitants. Le commandant piqua une colère de blanc. Sa furie se souleva comme une vague contre le chef tout couleur Alpha Maki Tal, qui venait de succéder à son père Agibou Tal, roi du Massina. Et le grand commandant se mit à crier comme un petit chien. « Eh Alpha Maki! Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus nombreux, comme je l'avais ordonné? Se moque-t-on de moi ou non? Qu'est-ce que ces manières-là » Alpha Maki se tourna vers un vieillard. Il lui dit « Ohé, mien père Diafara, le grand commandant me demande pourquoi les gens ne sont pas venus nombreux comme il l'avait ordonné. » Le vieux Diafara à son tour se retourna vers un chef Sofa et lui dit « Koniba Koudala. » Le chef de canton dit que le grand commandant a dit « Pourquoi les gens ne sont pas venus comme il l'avait ordonné ?» Koniba Koudala avait bien appris la réponse qu'il devait faire et dit « Seigneur, dis au chef de canton qu'il dise au grand commandant que tous à Bandiagara, hommes, femmes et enfants, nous avons une peur bleue du machin proposé à notre vue. Nous qui sommes venus, nous vivons en ce moment les dernières heures du condamné à mort. Et si tout le monde s'en va à la débandade tout à l'heure quand le spectacle commencera, que le grand commandant n'en soit nullement surpris. Mais nous tâcherons de résister à la peur, sans néanmoins rien garantir. » La projection eut lieu, mais personne, sinon Alpha Maki, qui était un homme très ouvert au progrès, n'accepta de regarder les images diaboliques. Tout le monde profita de l'obscurité pour fermer les yeux. Madi Kumba devait dire plus tard. Nous avons assisté au spectacle pour respecter l'ordre du grand commandant, mais nous avons fermé les yeux et n'avons rien vu pour tranquilliser notre conscience. J'en viens à ma mère, Kadidia Paté. Elle était restée sous l'influence de l'anathème jeté en 1908 par les oulémas de Bandiagara sur la machine cracheuse d'ombre. En 1934, elle vint me rejoindre à Bamako, où j'exerçais mes fonctions de commis expéditionnaire, secrétaire indigène. Je demandai à ma mère d'aller au cinéma avec moi. Restée sous l'empire de l'interdit de 1908, des marabouts de Bandiagara, ma mère secoua ses oreilles, geste d'exorcisation que l'on fait avec les mains pour conjurer le sort d'une mauvaise parole entendue, et me dit « Ah! Quand ces ombres sataniques étaient muettes, j'ai refusé de les regarder, et maintenant qu'elles parlent, tu voudrais que je les voie. Je n'irai pas, mon fils, non, je n'irai pas. » Ma femme, mes enfants et moi-même, nous complotâmes contre ma mère. Nous décidâmes de n'avoir de cesse que lorsque nous aurions réussi, une fois au moins, à l'amener au cinéma. Ce ne fut pas chose aisée. Ma mère ne se laissait prendre à aucun de nos manèges ou pièges. Mais une occasion imprévue se présenta 2 ans après. Ma petite sœur, Aminata, fille préférée de maman, mit au monde un garçon. Je vins lui annoncer la bonne nouvelle. Ma mère en fut si heureuse qu'elle me dit « Ohé mon fils, tu m'as procuré une joie immense. Dis-moi ce qui pourrait te faire grand plaisir, afin que je le fasse pour te récompenser. » Je pris ma mère au mot et lui dis « Maman, la chose qui me ferait vraiment plaisir c'est que tu m'accompagnes au cinéma. » Ma mère contrariée se renfrogna, elle se fâcha doucement. Elle finit par se remettre en me disant, comme pour se consoler. « Amadou mon fils, un homme digne n'a qu'une parole. Si cette parole tombait, c'est-à-dire si elle perdait sa valeur aux yeux des autres hommes, c'est l'homme qui perdrait sa dignité et deviendrait vaurien. Tu m'as attrapé car pour respecter ma parole, j'irai voir ton diable cracheur d'ombre, et cela quand tu le voudras. » Ce que maman avait de plus extraordinaire, en plus de sa grande beauté, c'est une intelligence remarquable, servie par une mémoire prodigieuse. Ma mère, ma femme Baya Diallo et moi-même, nous allâmes finalement au cinéma. Ma mère suivit la projection du début à la fin. Elle n'eut aucune réaction extérieure. Elle resta impassible, comme si elle n'avait rien vu ni entendu. J'en fus très déçu, car je m'attendais sinon à des éclats, tout au moins à des exclamations étouffées de sa part. Mais rien du tout. Nous rentrâmes à la maison. Ma mère regagna sa chambre sans avoir rompu le silence. J'étais convaincu qu'elle avait fermé les yeux durant toute la projection, à la manière des notables de Bandiagara. Ainsi,
Elle avait à son tour respecté sa parole en m'accompagnant au cinéma, mais pas violé sa conscience en refusant de contempler les images diaboliques. Pour moi, mon entreprise avait échoué. Ma mère s'était une fois de plus montrée celle qu'on ne pouvait abuser facilement. Le lendemain matin, avant de partir pour le travail, j'allais, comme de coutume, dire bonjour à ma mère et prendre congé d'elle. Elle me bénit, comme elle le faisait chaque matin. Mais elle ne me dit rien de mon diable cracheur d'ombre. Ce qui était une conjecture en moi devint une certitude. Maman n'avait jamais rien vu de la projection. Mais après la prière de Maghreb, coucher du soleil, je vis la servante préférée de ma mère, Batoma Anta, qui portait la peau de prière de ma mère. Elle l'étala à côté de ma natte, et ma mère vint s'asseoir dessus, près de moi. Elle me dit : « As-tu beaucoup de prières surérogatoires à faire avant l'Isha ? Dernière prière de la journée. » Je lui répondis : « Si maman a besoin de moi, me mettre à sa disposition est la meilleure prière surérogatoire que je puisse faire. » Eh bien, enchaîna maman, s'il en est ainsi, je voudrais que nous parlions de ton machin de la nuit dernière. Je ne saurais jamais exprimer le bonheur que j'éprouvais quand je sus que ma mère avait volontairement gardé le silence. Maman me dit : « Amadou, mon fils, hier soir j'ai vu cette machine merveilleuse. Que des hommes arrivent à une pareille réalisation, ce n'est pas cela qui cause ma surprise joyeuse. Qu'un homme accomplisse un miracle, cela ne me surprendrait nullement, car pour moi cela reste dans le domaine des choses possibles. Tierno Bokar, notre maître, nous a enseigné qu'Allah a fait de l'homme son représentant sur terre. Ce prestige n'a pas été donné à l'homme par Dieu sans délégation d'une parcelle de la puissance divine. Or l'accomplissement des merveilles est un effet qui a sa cause en la puissance de Dieu. Il n'est donc pas étonnant qu'un être nanti d'une parcelle de cette puissance, en l'occurrence l'homme, accomplisse des merveilles. C'est plutôt le fait pour l'homme de ne rien réaliser de merveilleux qui devrait surprendre. J'ai admiré la réalisation du cinéma par des hommes, mais je n'en suis nullement surprise. Je tiens à te remercier de m'avoir amené au cinéma. Je demande pardon à Dieu. J'ai eu hier la preuve que la plus grosse erreur qu'un homme puisse commettre sur cette terre, c'est de condamner avant de voir et de connaître. J'ai senti combien il est mauvais de refuser de voir, ne serait-ce que pour s'informer. Tierno Bokar a dit : « La sagesse commande de connaître tout car cela est préférable à tout ignorer. Il faut connaître le mensonge pour le séparer de la vérité. Il faut connaître le bien pour le distinguer du mal. » En 1908, nos bons théologiens et vénérables docteurs de la loi avaient décrété que le Théâtre 4 est une machine magique d'invention diabolique. Eh bien pour moi, le cinéma est plutôt un instructeur merveilleux, un maître éloquent qui amuse et instruit. La projection d'hier, diable ou pas diable, m'a permis de trouver une preuve irréfutable pour fonder en moi une chose que je n'avais acceptée que par pure confiance en Tierno Bokar qui l'a enseignée. Je n'avais jusqu'ici aucune certitude née d'une conviction intérieure. Ton cinéma m'a donné hier soir la conviction intime dont j'avais spirituellement besoin, pour fonder ma foi sur une donnée sûre, et non pas sur un docile acquiescement. Maman, quelle est cette chose ? Demandai-je. Après un moment de silence, elle me dit : Depuis un certain temps, nos marabouts sont à couteau tiré. Ils discutent âprement de la question de savoir si un intermédiaire est ou non nécessaire entre un individu et Dieu. Cela a fait dire beaucoup de paroles graves et déclenché beaucoup de querelles. Cela a semé la dispute dans les mosquées, et jusque dans les familles auparavant les plus unies. Dans certaines régions même, il y a eu des échauffourées sanglantes. Des marabouts modernes, récemment revenus de l'Orient, soutiennent que l'homme n'a nullement besoin de quelqu'un d'autre pour ses relations et contacts avec les choses divines, pour ne pas dire avec Dieu lui-même. Pour ces marabouts, chacun peut s'adresser directement à Dieu sans intermédiaire. Les vieux turbans de la vieille école soutiennent au contraire que l'homme aura toujours nécessairement besoin d'un intermédiaire entre lui et Dieu. Tierno Bokar se situe au milieu de ces deux tendances. Il a enseigné qu'il y a des cas où nous avons nécessairement besoin d'un intermédiaire, d'un intercesseur entre Dieu et nous, et qu'il y a néanmoins des cas où nous pouvons nous passer de tout autre que nous-mêmes pour communiquer avec Dieu. Hier, j'ai eu probablement la preuve matérielle de la possibilité des deux cas dont nous a parlé Tierno Bokar, la relation directe et la relation par
Tu m'as montré une grande toile blanche sur laquelle devaient venir se projeter des faisceaux de lumière qui deviendraient des images que nous pourrions alors regarder et distinguer. Tu m'as également montré une maisonnette, située assez haut par rapport à nous. Tu m'as dit que c'était dans cette petite pièce qu'était installée la machine qui crache les images. Cette maisonnette est percée de quelques ouvertures par lesquelles jaillissent les jets de lumière qui s'arrêtent sur le grand pagne blanc. Dès que l'opérateur que nous ne voyions pas commença son travail, des rayons lumineux accompagnés de quelques bruits s'échappèrent de la maisonnette. Ils passaient par-dessus de notre tête, alors que nous étions plongés dans l'obscurité profonde, allégorie de notre ignorance. La lumière sortait de la maisonnette, non pas dans sa totalité, mais par minces filets, c'est-à-dire par portions mesurées. Nous faisions face au grand pagne blanc. C'est seulement en le regardant que nous pouvions nettement voir, distinguer et comprendre les images qui se déroulaient. On pouvait voir des chevaux courir, des hommes marcher, des villages se profiler. On voyait la brousse épaisse, la campagne fleurie, la plaine qui dévale. Tout cela comme dans un long rêve, clair et précis, un rêve fait en état de veille. Après avoir longtemps contemplé le grand pagne, je voulus, sans lui, percevoir directement et rien que par mes yeux les images qui, sûrement, sortaient de la maisonnette. Alors, que m'arriva-t-il ? Dès que je me tournai directement vers les ouvertures de la maisonnette, les faisceaux lumineux qui s'en échappaient m'aveuglèrent. Bien que les images fussent virtuellement dans les rayons, mes yeux n'étaient pas assez puissants pour les y déceler. Je fermai alors les yeux, comme pour me concentrer intérieurement. Mes oreilles continuaient à percevoir nettement les sons qui accompagnaient les jets lumineux, me suis trouvé dans la situation suivante. Primo, quand je me sers du grand pagne blanc, je vois les images et j'entends les sons. J'ai un double bénéfice. Mais secondo, quand je me sers directement de mes yeux, je n'entends que des sons. Je supporte mal la lumière, elle m'aveugle. D'où, à la fois un bénéfice et un inconvénient. Cette conjoncture m'amène à conclure qu'autant le grand pagne est indispensable pour la vision nette des images et le discernement de l'origine des sons, autant un intermédiaire est nécessaire entre nous et Dieu, pour comprendre le message divin. Ici finit la narration de ma mère. 3 ans plus tard, Tierno se rendant auprès du shérif Amala, à Nyoro, vint à Bamako. Je lui contai comment j'avais réussi à entraîner ma mère au cinéma, et quelles leçons importantes elle avait tirées du spectacle. Tierno décida à son tour, d'aller voir ce machin condamné en 1908 à Bandiagara. Après la projection, alors que nous étions sur le chemin du retour, Tierno me dit « Je me demande ce qu'il y a de condamnable dans le spectacle que nous venons de voir. » Le lendemain, Tierno revint sur la projection cinématographique de la veille. Il me dit « Amadou, ce que ma petite sœur bien-aimée, Kadidia Paté, a dit du cinéma prouve que la lumière de son intelligence reste toujours limpide et forte. Elle est de ces enfants d'Adam qui savent voir, discerner, comparer et tirer une leçon et un profit de tout. Il y a un livre divin, qu'aucun autre livre céleste n'abrogera jamais et dont les versets ne seront point en contradiction, ni avec le bon sens, ni avec le raisonnement. Ce grand livre de Dieu aux feuilles multiples, multicolores et multiformes, c'est la nature. Ce qui s'y déroule dans les 3 règnes sont autant de leçons pour l'homme. Le Coran, la Bible, comme tous les autres livres sacrés disent la même chose, certes, mais ils la disent différemment selon les temps et suivant les interprètes des époques. Quant aux végétaux, ces êtres présents partout où il y a de la terre ferme, la même espèce par exemple, poussent toujours de la même manière. Les racines et branches vont dans des directions toujours les mêmes. Dieu nous demande de méditer sur sa création et non sur son essence, parce qu'il n'y a aucune imperfection dans la création divine. Il faut donc savoir tirer les meilleurs exemples de la nature, œuvre grandiose du Dieu unique et suprême. Le prophète Mahomet a dit « À chaque époque son livre, nous devons tirer nos leçons des événements que nous vivons et voyons autour de nous. Trains, bateaux, avions, cinéma, etc. Ce sont autant de sources d'où nous devons tirer, à l'exemple des apôtres de jadis, des éléments pour formuler nos paraboles modernes et expliquer la foi, pour la mettre à la portée de l'entendement contemporain. Le prophète de Dieu a dit « Parlez aux gens à la mesure de leur entendement. » Quand, par l'intelligence dont Dieu l'a doté, un homme arrive à découvrir le moyen de faire voler dans les airs une embarcation du poids d'un avion, comment voulez-vous tenir à cet homme le langage qu'on tenait jadis à des hommes au stade de la cueillette ?
ou à des hommes qui de nos jours ne savent ni lire ni écrire et qui n'ont presque rien inventé et rien vu en dehors de leur foyer? Aux hommes qui ont supprimé la distance et qui ont découvert des forces colossales cachées dans la nature, il faut un nouveau langage religieux. Pour en revenir à la parabole du cinéma, dont l'écran a convaincu Khadija de la nécessité d'un intermédiaire, on ne peut que s'en féliciter. On peut par métaphore dire que l'apôtre ou le saint est un écran nécessaire entre l'homme et son Dieu. Il est écrit dans le Coran: « Il n'est point donné à l'homme que Dieu lui adresse la parole. S'il le fait, c'est par la révélation, ou à travers un voile, ou bien il envoie un apôtre, afin que celui-ci, par sa pénition, lui révèle ce qu'il veut. » SXLII, volume 50-51. Celui qui, comme dans la même parabole, regarderait directement par l'ouverture de la maisonnette, pourrait continuer à percevoir des sons. Mais il ne saurait voir les images qui produisent ces sons et, par surcroît, la lumière l'aveuglerait. Le résultat qu'il obtiendrait en se passant de l'écran ne serait que partiel et imparfait. C'est un avertissement pour celui qui est intelligent et doué d'oreilles aptes à entendre. Quant à celui qui modestement fait face à l'écran et regarde, il entend des sons et voit des images. Il arrive également à discerner les émetteurs des sons. Il sait si c'est un homme qui gémit, si c'est un cheval qui hennit ou un prêtre qui bénit. Il le saura parce qu'il verra et il entendra juste. Le tierno, le cheikh, c'est-à-dire l'intermédiaire, est indispensable à l'homme qui veut se réaliser pleinement sur la voie de Dieu, comme l'écran est nécessaire au spectateur du cinéma qui veut bien voir. Il n'est pas donné à tous les hommes de comprendre les voiles à travers lesquelles Dieu parle aux hommes. C'est pourquoi le Seigneur a institué les apôtres. Ces apôtres ont instruit des saints, qui sont devenus les instructeurs et les intercesseurs, auxiliaires de la religion. Tierno nous communiqua, lui aussi, son impression du cinéma. Voici la description qu'il en fit. La nuit est tombée depuis quelques heures. On a fini de dîner. De tout temps, quand l'homme a mangé à sa faim, il cherche à se distraire. Chaque époque a ses plaisirs. Dans les grandes Tuba-Boudougou, le cinéma est un spectacle qui attire beaucoup de gens. Voici une troupe massée devant de grands portails. Elle attend d'être invitée à venir prendre des billets d'entrée. En attendant, parmi les gens qui la composent, les uns se promènent sans but, d'autres causent amicalement ou discutent avec de grands éclats de voix. De petits marchands ambulants caissettes sur la tête offrent leurs marchandises en criant « Achetez bonbons, cigarettes, allumettes, dattes, achetez cola, limonade, cacahuètes, achetez, achetez. Bientôt l'obscurité va venir, et vous ne pourrez plus vous approvisionner. Bientôt l'obscurité va venir. Quel avertissement pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Les agents de police sont à la porte d'entrée, d'autres font les 100 pas le long de la route. Ils symbolisent les anges. Au billet, s'écrie un agent. La foule s'ébranle comme le jour de la résurrection, mais hélas, elle ne peut entrer tout en même temps. Il faut lutter pour se placer dans une file qui passe, face à un guichet. Selon la somme qu'on verse, on est muni d'un billet de première, deuxième ou troisième classe. C'est la pesée des actions et l'attribution des places. Établissant une première comparaison, Tierno Bocard dit « La foule peut être comparée à l'ensemble des êtres dispersés partout dans notre univers. Selon le travail qu'on a fait et l'argent qu'on a amassé, on se présente pour se faire placer en versant le prix de son billet. La première classe est réservée aux Européens. Mais il y a quelques rares exceptions, quelques Africains privilégiés. De même, dans la maison de Dieu, il y a des places qu'on occupe en fonction de ses mérites et d'autres que même méritant, on n'occupera que par mesure d'exception. Ceci est une preuve que les hommes ne seront jamais égaux, ni dans ce bas monde, ni dans l'autre monde. Ils peuvent prétendre à la justice, mais pas à l'égalité horizontale. La deuxième classe est réservée aux Africains qui ont travaillé et acquis de quoi se payer un billet de deuxième classe. Ils représentent les fidèles qui obtiennent la juste récompense de leurs efforts. Enfin, ceux qui ont des places de troisième classe peuvent être comparés aux gens qui ont peu travaillé. Dieu les recevra bien sûr dans l'autre monde, mais ils y seront dans une situation inconfortable. Ils ne jouiront pas du spectacle divin, comme les élus des deux classes précédentes. Il est écrit dans le Coran sublime ceci: ceux qui croient et font le bien, à ceux-là, la béatitude est la plus belle retraite. S13 volume 28.
Il y a un contrôle sévère des billets et les agents de police veillent à ce que chacun aille à la place marquée sur son billet, tout comme chaque homme doit aller dans son cercueil propre, avant le jugement, et à sa place béate, dans le paradis d'Allah. Une fois placé, chacun est intrigué, ne sachant pas ce qui va se passer. L'homme est créé oublieux. Au bout de quelques minutes, les spectateurs, submergés par la lumière des lampes électriques, se mettent à chercher une distraction en attendant la projection. Ce moment est celui de notre vie transitoire et temporelle. Un autre mouvement se crée, avec cette différence qu'il y a plus de gens assis que de gens debout. Les mêmes offres et causeries qu'au dehors reprennent. Brusquement, les lumières s'éteignent et se rallument successivement. C'est le signal qui indique que chacun doit regagner sa place. Ceci symbolise l'avertissement que Dieu envoie de temps en temps. Mais les hommes sont si distraits qu'ils reviennent très facilement à leurs occupations frivoles. Un silence de cimetière s'établit. C'est un moment où, plongé dans l'obscurité, tout le monde est symboliquement mort. Des sons insolites rompent le silence et des rayons lumineux transpercent l'obscurité. Chaque spectateur ne pense plus qu'à lui-même. N'est-ce pas là l'image du jugement dernier? Jour où la mère fuit sa progéniture et où les hommes ont les yeux tournés vers l'intercesseur, Moïse pour les Juifs, Jésus pour les chrétiens et Mahomet pour les musulmans? Pour résumer tout ce que je viens d'énumérer, je suis heureux de dire avec ta mère. Autant l'écran est nécessaire dans une projection cinématographique, autant un intermédiaire est nécessaire entre le fidèle et son Dieu. Et Tierno récita la Fatiha, pater musulman et première sourate du livre de la Guidance, El Coran et Azim. Amadou Hampâté-Bâ, Hélène, le dit du cinéma africain. S.E. Amadou Hampâté-Bâ, film ethnographique sur l'Afrique noire, catalogue UNESCO, 1967. Chapitre 1. La préhistoire. L'Afrique dans les images coloniales. Par Youssef El Eftou et Manuel Pinto. Le cinéma a diffusé et amplifié l'imaginaire colonial exotique et raciste. Bon nombre de représentations de la rhétorique coloniale persistent encore. De la naissance du cinéma à la décolonisation politique de l'Afrique, celle-ci a servi de toile de fond sur laquelle la France et l'Europe ont projeté leurs rêves, leurs désirs, leurs angoisses et leurs peurs à travers des milliers de fictions, de documentaires, d'actualités et de publicités, pour ne citer que la production française. Parallèlement au travail officiel de propagande, ces films sont le résultat d'initiatives commerciales et artistiques répondant et flattant les goûts d'un public grand consommateur d'exotisme, la tête pleine d'un imaginaire largement présent dans la littérature, la presse, la peinture. Le cinéma a su diffuser et amplifier cet imaginaire. On y trouve l'essentiel de ce qui compose aujourd'hui les a priori sur le Maghreb et l'Afrique noire, donnant à ces derniers un visage peu enviable. L'image de l'Afrique se résume à une série de clichés. Le continent lui-même est l'un des personnages principaux. Représenté par une multitude de cartes sur lesquelles s'ouvrent la plupart des films, c'est un territoire vide, à l'instar de l'Ouest américain. Au début de L'Homme du Niger, de Barnsley 1939, par exemple, la caméra rase le sol et nous fait prendre la voiture de la Croix-Rouge pour une diligence. Mais l'exemple le plus caricatural c'est Grande Gala, F. Campo 1952, qui nous la porte avec des héros habillés en cow-boy, pistolet, chapeau, jean, chemise à carreaux. Il ne manque, pas même les bagarres ni les voleurs de chevaux, le tout à Marrakech. Territoire vierge, donc à conquérir au propre et au figuré. Les réalisateurs ont souvent eu recours pour ce faire, à des métaphores sexuelles. La pénétration, leitmotiv dans les commentaires des documentaires, est ici d'abord graphique avec ses routes et ses flèches qui transpercent le continent, rappelant les différents raids. Cette représentation prend un caractère ouvertement nuptial lorsque dans Ito, J. Benoît Lévy et M. Epstein 1934, le représentant de la France passe une bague à l'auriculaire du chef berbère pour sceller la reddition de ce dernier. Un cinéma animalier. L'Afrique, au regard du cinéma colonial, serait un territoire peuplé de bambins orphelins jugés plus faciles à modeler que les adultes, que la fille aînée de l'Église vient sauver du paganisme et de l'islam. Dans Alerte en Méditerranée, El Johanon 1938, sur le bateau El Djezaïr qui relie Tanger à Marseille,
un ecclésiastique est en compagnie de 2 gamins noirs, David et Goliath, Sikh, qu'il a adoptés en Afrique. Ce schéma, nous le retrouverons dans de nombreux films soulignant le rôle protecteur de la France. Mieux encore, un rôle maternel. Des petits enfants aux petits animaux, il n'y a qu'un pas que les dialogues franchissent parfois avec beaucoup d'audace. Dans Le paradis de Satan, F. Gandera et J. Delannoy. 1938, un vieil aventurier s'occupe de gamins qui houspillent tendrement. Allez, graines de macaque, avant de lancer à l'adresse de son singe domestique, Foulcan Bougnoul. Cette assimilation des Africains à l'univers animal, celui des singes en particulier, a été largement utilisée dans le cinéma bien sûr, mais également dans la publicité. Citons à titre d'exemple l'un des plus marquants, dans La Sirène des Tropiques, H. Étiévant et Monsieur Nalpas 1927, Joséphine Baker a un jeu qu'on appelle pudiquement enfantin et pour les plus hardis, animalier et qui est clairement simiesque. La représentation des Maghrébins et des Noirs, indigènes, comme cela a été mentionné dans certains génériques, se résume à une série de figures toutes plus ou moins négatives, des silhouettes, des foules grouillantes sur les marchés ou dans les dédales des rues sombres et inquiétantes d'une médina. En effet, l'idéologie sur les races ne permet pas de les représenter en tant qu'individus comme les personnages européens. Le pur et les impurs. Tout en gommant les événements historiques, la plupart de ces films baignent dans une atmosphère de petite guerre, d'accrochage sporadique et de règlement de comptes sous les prétextes les plus futiles. Cela donne l'occasion de voir l'une des représentations les plus courantes de l'apostrophe-arabe, appelée au gré des époques et des réalisateurs, rebelle mais beaucoup plus souvent pillard, salopard, voire racaille. Son caractère est résumé dans Un de la Légion, Christian Jacques 1936 par un légionnaire à l'intention d'un Fernandel, engagé par erreur. Ces brigands sont rusés et cruels. Leur méthode habituelle est la traîtrise, leur tactique préférée l'embuscade, leur arme favorite, le poignard. Passés maîtres dans l'art du camouflage, ils sont autour de vous et sur vous, sans que vous les ayez vus et entendus venir. La notion de l'ennemi invisible, cet Indien des Aurès, du Rif ou de l'Atlas, est une constante du cinéma colonial. Dans le film ciré ci-dessus, lorsque l'ennemi meurt, on peut voir les fusils tomber, seuls. Cela rejoint la représentation de l'espace oriental comme univers clos, renforçant le sentiment que l'autre se cache, qu'il a quelque chose à cacher. Le fantasme a alors le champ libre pour imaginer l'objet des désirs ou des peurs. Dans cet espace, la femme arabe est souvent représentée sous les traits d'une sauvage impétueuse telle Joséphine Baker dans Princesse Tam Tam, Monsieur Allégret 1936, en rupture de tribu, aux allures de gitane avec la tenue et les bijoux de l'emploi, métisse culturelle ou physique, aux origines obscures. C'est une danseuse arabe ou espagnole, je ne sais pas au juste, souligne un personnage parlant de Kalina, l'héroïne de la danseuse de Marrakech, El Mato 1949. Point de jonction entre deux mondes, l'oriental et l'occidental, elle meurt pour avoir osé franchir le fossé racial qui la sépare du légionnaire ou du colon, transgressant ainsi l'ordre établi. Son pendant masculin étant l'arabe européanisé, qui n'a pas su rester culturellement à sa place puisqu'il s'habille à l'européenne et qu'il s'exprime en français, brouillant les cartes d'un monde classé en 2 catégories, les Européens et les autres. Cela lui vaut un profil louche et inquiétant, nez sémite, visage luisant, aspect fourbe. Il est d'ailleurs toujours filmé de profil comme l'inspecteur Slimane dans Pépé le Moco, J. Duvivier 1937. Autre figure caractéristique, le noir, un personnage présent dans tous les films ou presque, qu'il soit tourné en Afrique noire ou au Maghreb. Cantonné dans des rôles de serviteurs, d'esclaves, dans des attitudes effrayantes ou comiques, directement empruntées au cinéma américain, il a un anneau à l'oreille, les yeux en boule de loto et le sourire greffé pour toujours sur son visage, reprenant en cela l'image du bon petit nègre véhiculé par le tirailleur sénégalais du chocolat Yabon Banania. Une rhétorique systématique. Le cadrage de profil des personnages noirs est à relier aux études anthropomorphiques sur l'évolution des espèces, qui analysaient l'angle facial, le profil des différents mammifères. En définitive, cela sous-entendrait une proximité entre le personnage noir et le singe. Dans le même sens toujours, le cadrage de dos souvent associé à la nudité montrerait la force, la puissance animale, et occulte le visage, symbole de l'être pensant. Citons encore et brièvement, l'opposition entre l'état de culture et l'état de nature, matérialisée par l'opposition entre le nu et l'habillé.
le cadrage à droite, c'est-à-dire dans la partie négative minorative de l'image. Le cadrage au sol, sans horizon qui exprime la minéralité du personnage, son état de nature et son animalité, les vêtements systématiquement rayés soulignant la différence et l'infamie des personnages, etc. En effet, le cinéma colonial n'a eu de cesse de traduire l'idéologie d'une France venant civiliser un continent de sauvages et de barbares. La représentation de la civilisation d'un côté, et de la barbarie et de la sauvagerie de l'autre recoupe l'opposition entre le blanc et le noir, R. Fleuret, 1930. Dans La danseuse de Marrakech, l'un des protagonistes n'ose plus tutoyer l'héroïne parce qu'elle s'habille à l'européenne. C'est le blanchiment vestimentaire. Et lorsque l'ingénieur Bréval dans L'homme du Niger croit attraper la lèpre, il s'habille en touareg. La spécificité de ce cinéma et sa force sont de nous donner à voir l'imaginaire colonial, français et européen, de la manière la plus schématique, la plus concentrée, la plus politique en fin de compte. Et dans cet imaginaire, civiliser c'est blanchir. N'oublions pas à ce propos que le cinéma, inventé par des chercheurs scientifiques, a d'abord servi d'outil d'observation scientifique pour expliquer le monde et entre autres, étayer des théories racistes sur les Africains. Ce retour nécessaire sur le passé n'a de sens que relié au présent. Ressortir ces films, les décoder c'est apprendre à lire les images produites actuellement sur l'Afrique noire et le Maghreb. En effet, bon nombre de représentations coloniales persistent encore. Cela permet de comprendre pourquoi, par exemple, le personnage de Monsieur Propre, le nettoyant ménager, a un anneau à l'oreille et le crâne rasé. Pourquoi les singes remplacent aujourd'hui les personnages noirs dans certaines publicités de chocolat ou de lessive. Pourquoi le personnage du singe dans Le Roi Lion, Héralé et Hermine Koff, 1994, est doublé en français, par une voix qui se veut africaine et pourquoi ? Enfin, lorsque Mandela et Frédéric de Klerk apparaissent à la télévision ou sur une page de journal, Mandela a plus de chances d'être cadré à droite. Ce sont là quelques évidences invisibles de la rhétorique du Nord, filmant le Sud. Que faire du cinéma colonial ? En un siècle, ce cinéma aujourd'hui oublié a fait l'objet de peu de recherches universitaires et encore moins de publications. Quelques-unes émergeant cependant, chacune s'appuyant sur les informations de celles qui les ont précédées. Il faut dire que le nombre de films accessibles au visionnage, souvent les mêmes, était restreint. Des rétrospectives ont également été organisées autour du thème, le plus souvent teinté d'exotisme et de nostalgie. Depuis 3 ans, notre équipe a lancé, en collaboration avec les archives du film du CNC, la Bibliothèque nationale de France, l'ECPA, une recherche bibliographique, cinématographique et de catalogage pour localiser et pour visionner systématiquement ces films. Nous avons recensé près de 300 fictions, plus d'1 millier de documentaires, plusieurs centaines d'actualités par lieu d'archives, Pathé, Gaumont, ECPA, dont certaines n'ont jamais été montrées, et de nombreuses publicités. Ces recherches ont abouti à l'organisation de plusieurs manifestations dont la plus importante est une rétrospective d'une centaine de films à l'Institut du monde arabe, à Paris, en février 1994. Et l'inventaire de la production française est loin d'être complet. Nous avons, par ailleurs, commencé nos recherches dans d'autres pays d'Europe, au Portugal notamment avec près de 1500 titres. Ce travail de catalogage et d'analyse est long, fastidieux mais nécessaire, car il s'agit là des seules traces cinématographiques de tout un continent sur plus de la moitié d'un siècle. Traces dont il est temps de se poser la question de leur devenir. Youssef El Eftou et Manuel Pinto. 21 bis Cinéma et Histoire. Entretien avec le père Alexandre Van den Heuvel, pionnier d'un cinéma missionnaire au Congo. Par Pierre Hafner. Avec cet entretien fleuve réalisé à Kinshasa par Pierre Hafner avec le père Van den Heuvel, nous poursuivons une plongée dans l'histoire ou la préhistoire du cinéma africain, et que nous continuerons avec d'autres pionniers connus ou inconnus, sans a priori. Qui savait qu'un cinéma directement conçu pour des Africains et interprété par eux avait été réalisé voici plusieurs décennies au Congo alors belge par des missionnaires comme les pères de Velou, Van Alst, Van den Heuvel ? Notre propos, on s'en douterait, n'est pas ici d'ordre apologétique mais d'ordre archéologique. C'est aussi dans cette perspective que nous publions cette interview. Guy Henbel. Bien avant la guerre, le père Alexandre me disait « Paul,
Rue Vera. Un jour il y aura des antennes de télévision au-dessus de chaque maison de la cité. Le père était un prophète, on l'appelait l'ingénieur. C'est Lomami Chiamba qui m'a rapporté cette anecdote. Lomami fut le premier écrivain congolais à obtenir une notoriété internationale, et sans doute aujourd'hui le seul à posséder les manuscrits les plus extraordinaires sur le colonialisme belge. Je rapporte l'anecdote au père, il sourit, un peu sceptique. Avant la guerre déjà ? C'est possible, mais on m'appelait aussi l'aviateur, l'ingénieur, le journaliste sans doute aussi, car le père avait dirigé la Croix du Congo, premier journal à donner effectivement la parole aux Noirs du Congo belge et où Paul Lomami écrivit justement des articles mémorables. Le journaliste mais aussi l'homme de Dieu, l'homme d'une foi, le père missionnaire et pour moi le cinéaste, un cinéaste génial. Moi, je vois des écrans se dresser dans 1000 villages de brousse et des millions d'yeux fascinés par ces images de Congolais en train de trouver le droit chemin, ou de la petite gazelle Mboloko en train de cligner de l'œil en mijotant la ruse qui pendra haut et court l'ignoble léopard, toujours prêt à abuser de sa force. Cette fascination est-elle tellement différente de celle des hommes qui cherchaient les bons et les méchants, les héros et les traîtres dans l'obscurité des Nickel-Odéon ? S'il y a une différence, elle est dans les moyens mis en œuvre, et c'est à ce niveau que le père Alexandre a vraiment été, sans le savoir, un prophète, un initiateur, en utilisant les moyens pauvres d'un cinéma d'amateur, mais avec une intelligence que les cinéastes africains et les cinéastes militants en général doivent méditer. Il s'agissait bien sûr d'un cinéma religieux, mais justement, les leçons n'en sont que plus évidentes et plus relatives. Le cinéma du père et de ses amis, à condition de le lire correctement, nous indique clairement ce que l'on peut faire. En novembre dernier, Samben Ousmane rencontra le père Alexandre dans l'atelier où il continue de bricoler des appareils de projection pour les rendre utilisables en brousse. Samben fut étonné de constater que le vieux religieux travaillait seul, que les cinéastes zaïrois ne lui avaient pas collé un assistant pour lui soutirer ses secrets. Moi, je savais que le père serait fâché qu'on mette le nez dans ses affaires, non certes par goût du secret, simplement parce qu'il désire maintenant être seul. Assez de rencontres, assez d'aventures, il bricole pour son plaisir et pour rendre quelques services en attendant sa mort heureuse. Pierre Haffner. La religion, le Congo belge et le cinéma. Quel était le but des cinéastes missionnaires ? C'était avant tout la propagande religieuse au Congo, et la propagande missionnaire en Belgique, nous faire connaître, obtenir du recrutement et obtenir des fonds, donc rendre les Congolais sympathiques aux Belges et aussi montrer les Belges aux Congolais tels qu'ils sont et pas seulement tels qu'ils sont représentés dans les films commerciaux. En Belgique percevait-on les Congolais comme des sauvages ? En partie oui. Lors de la découverte du Congo, ils étaient au fond des sauvages, du point de vue européen. Il fallait montrer qu'ils étaient des hommes. Je n'ai pas vu ici de film où l'on montrait les Belges chez eux. J'ai tourné quelques films en Belgique que j'ai montrés ici, par exemple La procession du 500 à Bruges, des histoires comme ça, des films religieux traitant de questions religieuses qui intéressaient les Congolais car c'était des histoires qu'ils connaissaient. Et puis il s'agissait de faire des films pour les Congolais, des films simples, qu'ils puissent facilement comprendre, des films tournés dans leur milieu et avec leur culture, c'était l'idée générale. Vous êtes arrivé au Congo en 1932. Quelle était ici la situation du cinéma avant 40 ? Au point de vue prise de vue, il n'y avait rien si ce n'est quelques films d'ethnographes, des films comme on en tournait à cette époque, des scènes de chasse, etc. On ne touchait pas à l'homme, on restait à l'extérieur sans jamais chercher à savoir si un homme avait des sentiments ou pas. Les équipes venaient d'Europe et surtout des États-Unis, 2-3 films, pas grand-chose, des gens allaient au Kenya, des histoires de chasse. Qu'est-ce qui se passait alors sur le plan commercial ? Il y avait des films destinés à la consommation européenne distribués par des agences européennes. C'était la chaîne Van Effen, Cinépalace, tout en 35 mm. Dans quelques missions, on avait des appareils assez rudimentaires et on projetait également pour les Européens. Quand on avait un film qui pouvait convenir, on le donnait également aux Noirs évolués. En 35 à 36, je donnais quelques films d'actualité à la Cité, et aussi quelques films religieux, dans un petit cinéma aménagé avec une batterie et dans un autre, muni d'un groupe qu'on tournait à la main. À cette époque, au Cinéma Palace, nous avons pu réunir des évolués,
des membres de corporations de métiers, des menuisiers, des charpentiers, des mécaniciens, des clercs. Le Ciné-Palace, qui a brûlé et que l'on a reconstruit, existait depuis longtemps, peut-être même avant la guerre 14 à 18. C'était uniquement pour les Européens. Les Noirs ne pouvaient pas aller en ville la nuit, il y avait alors une grande sécurité. Je louais la salle dans l'après-midi, quand il n'y avait pas de séance, pas de concurrence. Je montrais Blanche-Neige, Les Dieux du Stade, un grand succès, avec Owen surtout. J'ai donné ces films plusieurs fois dans le cinéma que j'avais aménagé à Saint-Pierre. Dans les années 37 à 38, je donnais régulièrement des séances, avec Robert, de grands succès. Je donnais un même film 8 fois en un mois, avec un appareil 35 mm bricolé avec 2 ou 3 vieux. C'était cela mon travail cinématographique avant 1940, en plus de mon travail comme vicaire à Saint-Pierre. Quels étaient vos rapports avec le gouvernement? Pendant la guerre, le service de l'information a commencé à faire des projections, des actualités surtout. Avant la guerre, ce service n'existait pas. Il n'a été monté que dans un but de propagande nationale. L'information s'équipa alors en 16 mm avec des appareils américains Bell Howell. Quelques missions ont essayé de se procurer des appareils 16 mm. J'ai pu avoir un paillard. Comme aumônier en chef, je circulais de camp en camp avec un groupe électrogène, un peu dans tout le Congo, aussi en Éthiopie, en Égypte, au Nigeria, mais pas avec le cinéma qui n'était que de consommation locale congolaise. À partir de ce moment-là, nous étions très en rapport avec le service de l'information, des rapports toujours très amicaux dont je n'ai eu qu'à me féliciter. On nous dépannait pour les films, les lampes, et de mon côté je leur fournissais les négatifs des photos que je prenais lors de mes tournées, notamment des vues aériennes car pendant mon service militaire à l'aviation je m'étais spécialisé dans cette branche. Vers la fin de la guerre, un ami m'a envoyé des États-Unis une caméra Kodak avec laquelle j'ai tourné mes films ici. L'ordination des premiers prêtres congolais, quelques fêtes et cortèges religieux, des scènes de marché, un peu de tourisme. Je me suis exercé, avec en vue l'idée de faire plus tard un film qui pourrait servir en Europe pour faire la propagande missionnaire. Les rapports avec le gouvernement passaient donc par l'information. C'est en ce temps-là qu'il a commencé à y avoir une législation relative au cinéma au Congo, des autorisations de tournage, etc. Mais moi, je faisais du cinéma amateur, je faisais ce que je voulais. Le gouvernement ne voulait pas que des missions ethnographiques de passage montrent des choses déplaisantes au point de vue congolais. Vous rappelez-vous de certains grands tournages? La Reine d'Afrique, je crois, sur le lac Victoria. Parlez-nous encore de l'information. Le service de l'information commença à constituer sa filmothèque où l'on pouvait emprunter des films, et entreprit certaines productions nationales, surtout des actualités. Vers cette époque, un agent sanitaire, de Boé, commença à faire des films. Je lui procurais de la pellicule Kodachrome quand je parvenais à m'en procurer des États-Unis. Vers 46 à 47, il tourna un film sur la Ngiri, la rivière qui court dans les marais entre le fleuve et l'Ubangi. Dans toute cette région marécageuse, il y a des paysages splendides. C'était en noir et blanc. J'avais toujours envie d'aller là-bas et de faire un film en couleur, le bleu du ciel, le vert des marais, de beaux gros nuages blancs, c'est quelque chose de magnifique, mais je n'ai jamais eu le temps. De Boé a fait d'autres films entre autres pour l'exposition de Bruxelles en 1958. Une mission cinématographique. Venons-en à votre travail de missionnaire cinéaste. En 1945, j'ai insisté auprès des évêques pour voir le cinéma utilisé dans la propagande religieuse. Je me suis mise en relation avec l'Office catholique international du cinéma, l'OCIC, dont le siège central est en Belgique, et le 23 septembre 1946, la conférence plénière des évêques du Congo a créé le CCACC, le Centre congolais d'action catholique cinématographique. Fort de l'approbation des évêques, j'ai pu commencer à aller de l'avant et suis rentré alors pour la première fois en Belgique après 16 ans. Ce retour a dû être assez impressionnant. Il y avait des changements qui m'ont fait un plaisir immense, une amélioration formidable au point de vue social. Beaucoup moins de misère, un grand progrès de ce côté-là. Je suis parti en Belgique avec Congo, terre de beauté que j'ai montée là-bas, aidé par un frère coadjuteur. Nous avons circulé en Belgique, donnant des conférences pendant des mois et des mois.
cela m'a donné l'occasion de contacter des sociétés, de demander une aide financière. La Société Générale s'est montrée très compréhensive, et cela m'a fourni suffisamment de fonds pour construire mon organisation cinématographique. Ayant d'ailleurs déjà rencontré le gouverneur de cette banque à Léopoldville avant mon départ en Belgique, j'étais parvenu à le persuader qu'il fallait faire quelque chose. L'Union minière, qui était une de leurs filiales, avait fait beaucoup pour les travailleurs, on peut critiquer, c'est du paternalisme, etc., mais ils ont fait un bien énorme. Ce n'est pas parce qu'ils sont capitalistes qu'il faut les dénigrer. Le capitalisme peut parfois avoir du bon. Il faut juger l'arbre à ses fruits. Ces gens m'ont alors conseillé d'aller voir le Fonds du bien-être indigène, FBI. Une organisation qui avait pour but de rembourser au Congo ce que le Congo avait fait pour l'effort de guerre, un très gros effort. Caoutchouc, huile de palme, vivres, cuivre et surtout uranium. C'était au Katanga, en ce temps-là, la seule source d'uranium. Au Fonds du bien-être, ils ont décidé de donner des fonds pas pour la propagande religieuse mais pour faire des films favorisant l'éducation, le développement des aérois. Il s'agissait surtout de ne pas faire des films commerciaux. Que représentait cette aide ? Il s'agissait d'une allocation annuelle d'environ 1 250 000 francs belges. Les 3/4 de cette somme n'allaient pas à la production de films, mais à l'organisation des circuits d'utilisation gratuite de ces films non commerciaux. Il fallait des appareils de projection, des groupes électrogènes, jamais de camionnettes. Je sais vers quels abus on va si on touche à ça. Déjà avec les groupes électrogènes, il fallait faire attention à ce qu'ils ne servent pas à éclairer l'émission. Si à la rigueur on les employait pour un hôpital, je n'y voyais pas d'inconvénient. À cette époque, j'avais 2 caméras, des paillards. La majeure partie des sommes récoltées en Europe servaient à équiper des postes de brousse, une centaine d'appareils de projection, 20 à 30 groupes électrogènes. Comment se passait la réalisation matérielle des films ? Pour les travaux de développement, les pères Blanc et moi, quand c'était de la couleur, nous les faisions en Amérique chez Kodak. Une maison de Washington nous tirait les copies. Les allers et retours prenaient évidemment beaucoup de temps et coûtaient très cher. Les communications étaient lentes à cette époque. Pourquoi l'Amérique ? Les Américains travaillaient bien. Chez Kodak, à ce moment-là, c'était trop doux, en Angleterre c'était trop vert, en Afrique du Sud c'était bon, mais un peu trop dur, tandis que ce qui était fait à Rochester, la maison mère de Kodak, ça, chapeau. C'était les débuts de Kodachrome. Les films en noir et blanc, nous les faisions développer chez Synchrofilm. Pouvez-vous nous donner une idée du coût de ces films ? Par exemple, l'UVA, réalisé par le père de Velou, un film en couleur sur les éruptions du Kivu, magnifique coulée de lave. Je n'ai jamais vu un film aussi bien fait que celui-là, c'était plus de 100 mètres et on vendait ça à 3000 F. J'avais imposé des prix aux pères cinéastes que je pouvais aider. Nous vendions environ 50 F le mètre de copie de ce film en couleur et sonorisé. Un film nous coûtait à peu près les 2/3. Il y avait les matières premières, les voyages, les acteurs à payer. Ça coûtait horriblement cher. Le Centre congolais d'action catholique cinématographique. Que reste-t-il du matériel mis en place ? Le matériel film, les seuls films convenables sont ceux qui restent dans mon armoire. Quelques films du père de Velou, une partie des miens, tout le reste s'est perdu. Un film c'est quelque chose de fragile, et quand on sait par quelle main ça passe. Des opérateurs se disant très compétents donnent des séances, quand ils entendent un peu de bruit, tiens. Et ils laissent tourner, le film est déchiré, il est bon à jeter. L'information doit aussi avoir quelques films puisqu'ils nous les achetaient sans difficulté. J'avais imposé mes prix, on tirait en général 12 à 18 copies. On tirait parfois des copies pour l'Europe, Congo, Terre de Beauté a marché pendant des années en Belgique, en Hollande, même en France. Un jour mes confrères ont demandé à le revoir, alors je l'ai projeté en me disant « Tiens, c'est une erreur d'avoir fait ça comme ça, des gaffes de cadrage, de montage. » Que peut-on dire de la situation actuelle du centre ? J'ai encore mes originaux couleurs et sons, mais les gens qui ont tiré la dernière copie de Congo, Terre de Beauté, m'avaient averti qu'il n'y a plus moyen de faire des copies parce que le film était rétréci. Le film était conservé à chaude. Il faisait trop sec avec le chauffage central, ça a desséché le film est ici maintenant, peut-être que l'humidité lui a rendu ses dimensions, mais actuellement toutes ces scènes sont périmées.
Les membres cinéastes du centre sont, les uns morts, Van Alser, d'autres totalement retirés, De Velou. Moi j'ai donné ma démission de directeur du CCACC en novembre 76 et maintenant le CCACC Chute est passé chez les perpolistes. Ils appellent ça EPE. Édition Saint-Paul Audiovisuel. Ils font surtout des diapos et des enregistrements. Ils ont fait un Super 8 qui n'est pas mal du tout, Le Bon Samaritain. Attendons la suite, ils comptent mettre en Super 8 sonore les paraboles. J'espère beaucoup de l'équipe qu'ils vont former. Téléstar est également une création religieuse. C'est la création du père Boy Scott, également de Chute, pour la propagande religieuse à la télévision. Je n'ai absolument rien à y voir. Au début, Téléstar ne dépendait que des évêques, mais maintenant c'est pris par l'État zaïrois et le côté religieux a disparu. Les pères cinéastes. Parlons des cinéastes missionnaires. Le père de VLOO, père Blanc, est né je pense vers 1915, il a travaillé à Kivu, au Rwanda-Burundi et au Burundi, c'est là que je l'ai connu. Le père Van Alst était né en 1903. Chutiste, il est arrivé au Kasaï en 1933. Il a commencé sa filmothèque 9,5 mm, alors qu'il était à la mission de l'Ouébo au Kasaï, vers 1935. Il est décédé en 1975 à Bruxelles. C'était le spécialiste du pâté baby en 1937 à Louloabourg, mais il n'a commencé les tournages que tout de suite après la guerre. Il distribuait des charlots, des trucs comme ça, et puis il a fondé Louloa Film en 1946. De Velou avait Africa Film. Avant le CCACC, il a dû commencer à tourner en même temps que moi, et c'est comme cela que nous nous sommes rencontrés. Le père de Velou ne travaillait pas seul. Il y avait comme chef d'équipe administrateur, le père Van Overschelde, qui doit être mort maintenant, et le père Verstegen, qui était le cerveau des scénarios. Il était malade et a dû rentrer en Europe. Pour moi, je suis né en 1899. Le 18 novembre, de l'autre siècle quoi. J'ai toujours été à Kinshasa, sauf un mois ou deux au Mayombe quand je suis arrivé. Avant la guerre en 21, j'ai fait un peu de cinéma, du pâté baby, du cinéma familial, des films de voyage. Vous aviez des collaborateurs. Le père de Velou avait des collaborateurs, le père Van Alst aussi comme Matamata, ce n'était pas tant des collaborateurs que des employés. Moi, c'est Benoît Botumba qui m'a aidé dans le mort-vivant 25 qui doit être de 53 à 54, et surtout Roger Jamard. Les palabres de Mboloko. Reprenons donc votre filmographie. Mission du Congo pour les pères jésuites, Congo, terre de beauté. Des films de propagande médicale pour le docteur Courteillois, des films sur les séminaires, sur les sœurs congolaises, les frères en mission, sur les scouts, les syndicats, sur les sports, les processions et des histoires comme ça. Après il y a la série des palabres de Mboloko. Je les ai tournés pour illustrer les contes ancestraux sur la sagesse populaire, récits bien authentiques mais en voie de disparition. La moralité. L'intelligence du petit peuple peut plus que la force brutale des puissants et ça c'est vrai. J'ai tiré ces contes de recueil, en partie aussi du livre de M. Goebel, Les Contes de la Brousse. C'était un livre imprimé en Europe. En ce temps-là on imprimait peu ici. Évidemment pour faire un film d'animation, il faut de la patience. Quand à la fin d'une journée, nous avions tourné 1 ou 2 mètres nous étions déjà très contents. J'avais comme collaborateur et comme aide Roger Jamard, un aide laïque missionnaire presque aveugle, mais doué d'un grand sens artistique et de beaucoup de doigté et de patience. Il portait des lunettes qui étaient de véritables loupes. Pourriez-vous faire une liste résumée des palabres? Les titres sont des noms d'animaux? Non. À l'information on disait, ah. Le père Van den Heuvel qui vient de nouveau avec un de ses vices capitaux. Des animaux représentaient la jalousie, la haine, l'ivrognerie, la goinfrerie, des histoires comme ça. Mais enfin ça c'est dans la nature, il faudra un jour avoir le courage de résumer ces palabres. Il doit y en avoir 7. La 7e est achevée mais elle n'est pas sonorisée. Les tournages c'est entre 1953 et 55 en partie. Certaines ont été commencées ici et terminées à Verviers par R. Jamard, qui me les a renvoyées, je les ai toutes sonorisées ici. Une des particularités des palabres est l'utilisation des musiques traditionnelles. Oui, des musiciens indigènes sont venus, ils ont fait un raffut ici. Je leur montrai le film,
Ils ont eu beaucoup de plaisir, ils comprenaient tout de suite, et en avant la musique. Ils improvisaient tambour et chant. Le problème pour moi c'était la synchronisation, parce que les appareils sur bande n'étaient pas toujours bien synchronisés. J'étais familier avec ces gens, parce qu'ils parlaient lingala et que je le parlais aussi, j'aurais eu plus de difficultés à me faire comprendre des baluba ou des bakongo. Il n'y avait pas de religion dans vos palabres? Très peu en effet. J'ai voulu garder ça autant que possible authentique, et le but était de faire quelque chose qui plaise aux Aïrois encore primitifs de l'intérieur du pays et qui les attire. Alors à cette occasion-là, on pouvait leur montrer d'autres films qui étaient un peu plus prêchi-prêcha. Il faut commencer par donner un morceau de chocolat. Qui est Mboloko? À travers tout le Zaïre, c'est l'équivalent du renard de nos fables européennes. C'est une toute petite antilope, de 30 cm de haut, qui roule l'éléphant, qui parvient à tirer son plan malgré les crocodiles. Elle a le mayélé, l'intelligence maligne. Je pouvais projeter ça à tous les publics, évolués et non évolués. Ça plaisait énormément aux enfants européens. En Europe, même en Inde où j'ai eu l'occasion de le montrer, partout ça plaît. L'information s'occupait également du cinéma. Ils avaient des cinémas ambulants. Ils savaient qu'une copie durait un temps limité. Nous avions d'autres clients, par exemple l'Union minière, le BCK, les 2CB. Ces gens avaient intérêt à avoir des films compréhensibles pour leur camp de travailleurs. Il y avait 6 copies que je distribuais aux membres du CCACC. Peut-on distinguer différents tempéraments chez les cinéastes missionnaires? Le père Roger de Velloux prenait grand soin des scénarios et des prises de vue. Le père Van Alst avait une production importante, mais pas toujours très soignée. Il y a sûrement une quinzaine de Matamata, comme Matamata policier. Il a tourné beaucoup de films de circonstances. Je ne sais pas du tout ce qu'il faisait. Il ne m'envoyait pas tous ses films, il tirait son plan, c'est lui qui vendait, qui exploitait et qui louait ses films. Il avait un grand cinéma, tout un studio, il était très bien installé, son cinéma ne fonctionne plus. Moi, mon but était de ne pas faire de sermons, mais d'attirer les gens et de les rendre sympathiques. Le cinéma et les Congolais, conclusion. Parlons encore un peu du cinéma et des Congolais. Quand vous avez un film, tout le monde vient, chrétien, païen, tout le monde. J'ai donné des séances au temps où l'armée du salut était en lutte ouverte contre les pères, avant la guerre. Je me rappelle avoir donné une séance dans un village salutiste, j'avais averti que j'allais venir, la consigne avait été donnée, personne ne peut assister à la séance. Les salutistes avaient repris les kimbanguistes qui, sous couvert de l'armée du salut, pouvaient se réunir. J'arrive au village, personne. Débarquement du matériel, installation, mise en marche du groupe électrogène, lumière, projection d'un dessin animé assez amusant pour moi et pour mon chauffeur. On entendait des rires un peu à gauche et à droite. Peu à peu les gosses avançaient et regardaient. Quand j'allumais la lumière, tout le village était là. Je montrais alors un film qui pouvait leur faire du bien, et puis j'allais les revoir un autre jour et cette fois je fus bien reçu. Le cinéma était une sorte de signe d'amitié. Quelles étaient les réactions au cours des projections? Dans le village, si je montrais un film sur la Passion, ils riaient parfois au moment de la flagellation, mais cela est naturel chez les païens. Ici à la cité, si des hommes se battent, immédiatement tout le monde s'attroupe et on se met à rigoler, à applaudir les bons coups. Si vous avez là des gens qui soient chrétiens, qui aient une idée de la charité, alors ceux-là ne sont pas d'accord et peuvent peut-être intervenir. Revenons à l'attitude des spectateurs. Les femmes primitives s'imaginaient jadis que plus elles étaient près de l'écran, mieux elles voyaient. Les indigènes qui voient du cinéma pour la première fois croient voir la réalité, mais bientôt ils savent que c'est une image et non la réalité. Je me rappelle il y a 40 ans, un chef de village qui voulait savoir où était passé l'éléphant que l'on venait de chasser sur l'écran, et puis un autre qui voulait prendre une actrice pour femme, il voit des jeunes filles sur un écran et dit « Ça c'est bien, il me faut celle-là ». Vous commentiez vos projections? Quand je faisais une séance devant un public peu évolué, je commençais toujours par une présentation, c'était dans le vieux temps, j'expliquais toujours ce qu'ils allaient voir, et puis quand le film était fini, j'expliquais ce qu'ils avaient vu. Et après j'attendais des questions, ce n'était pas très animé, l'un ou l'autre posait une question. Évidemment ce n'était pas comme dans les ciné-clubs où les gens étaient habitués à réagir.
ni comme maintenant, car ils sont habitués. Au village, j'attirais les gens avec le cinéma et puis on parlait d'autre chose, surtout de la religion. Il m'arrive d'être abordé dans la rue par des hommes et des femmes qui se rappellent un film montré pendant la guerre, alors qu'ils étaient petits écoliers. En définitive, c'était une grande aventure. On a peut-être tourné 150 films, mais il en reste très peu. J'ai quelques films du père de Vélou, quelques films de l'abbé Cornille, du père Dierks, etc. Pas grand-chose, mais c'est un échantillonnage, j'ai toutes mes palabres. Quel vous semble être aujourd'hui l'intérêt de ces films ? C'est toujours d'éduquer et de distraire les Congolais. Des œuvres honorables, moralisantes, c'est toujours valable, même si le cadre est peut-être actuellement un peu périmé. Pierre Haffner. Entretien avec le père Alexandre Van den Heuvel, pionnier d'un cinéma missionnaire au Congo. L'Afrique littéraire et artistique, numéro 48, pp 86 à 95. Propos recueillis au magnétophone par Pierre Haffner en août 1977. Et corrigé par le père Van den Heuvel en février 1978. Propos sur le cinéma africain. Par Paulin Soumanou Vieira. Existe-t-il donc un cinéma africain ? Sans ignorer les rares films tournés par des Africains, ni mésestimer l'effort actuel des jeunes États du Soudan et du Ghana, en cette année 1958, pour créer une industrie du film, on ne saurait véritablement parler d'un cinéma africain d'inspiration authentiquement nationale. 30. Ne s'agirait-il que de ce cinéma d'exotisme, ce pâle reflet du cinéma européen ? Assurément le cinéma d'exotisme tourne heureusement autour de deux pôles qu'il ne faut ni mêler, ni confondre. Sa poésie est aliment de rêve et là se rencontre souvent l'exotisme dans ce qu'il a de plus frelaté. Sa valeur documentaire est élément de connaissance, et c'est ici que nous trouvons la matière d'un cinéma africain, qui peut justifier le titre de notre propos. Nous ne recherchons pas systématiquement cependant ce qu'il y a de positif dans le cinéma d'exotisme, qui pourrait être le noyau d'un cinéma exotique ou africain, mais encore pourquoi les hommes ont dénaturé le sens de son témoignage et cela pour expliquer notre foi en l'avenir d'un cinéma réellement africain, dont l'objet de sa quête intérieure et extérieure, pour citer Jean Amrouche, sera l'homme africain libre dans le cadre d'une tradition spirituelle et d'une société humaine où ils se reconnaissent et qui le reconnaissent, pour qu'il puisse se frayer un chemin vers cette condition humaine universelle. Le roman, la poésie, la musique, la sculpture, la peinture négro-africain d'expression étrangère ou non, se sont déjà affirmés pour la raison bien simple, que ce sont des formes d'expression qui demandent peu ou pas de moyens techniques. Nous pouvons citer les noms de nos poètes, de nos romanciers, alors que nous ne pouvons nommer aucun cinéaste négro-africain de la renommée des poètes tels que Césaire, Sédar Senghor, Rabé Manandjara pour ne citer que. C'est que, indépendamment de la valeur individuelle, du talent de l'homme, la possibilité de tourner quelques centaines de mètres de pellicule nécessite des moyens financiers et matériels énormes hors de proportion avec les possibilités d'un seul individu. Le moindre film de court-métrage, en format réduit 16 mm, d'une durée de 20 minutes environ et en couleur revient pour l'ensemble des travaux à plus de 3 millions de francs Gaillard. Ancien franc français 1956. C'est aussi, qu'autour de ce nouveau moyen d'expression qu'est le cinéma, outre les moyens financiers qu'il réclame et qui sont déjà une limitation à son plein épanouissement, les interdits de toutes sortes viennent encore entraver sa libre démarche artistique, esthétique et thématique. Le cinéma donc en Afrique s'est trouvé devant une situation de fait, et cette situation c'est un continent colonisé qui n'avait plus de possibilités propres. Et l'Afrique, par voie de conséquence, rencontrant le cinéma aux mains du colonisateur, a été utilisé surtout comme un cadre et l'Africain comme la toile de fond à des histoires pour Européens. Par la suite, déterminé par toute une philosophie colonialiste, le cinéma le plus souvent n'a fait qu'illustrer cette vision particulière du monde occidental. Ainsi donc, nous dit Béanzin 32, l'action conjuguée de la traite des Noirs, de l'alcool introduit par l'Europe et de la colonisation a eu raison de toute une civilisation technique et artistique encore brillante au XVIe siècle. Elle a barbarisé le nègre, c'est-à-dire qu'elle l'a rejeté hors de la civilisation en même temps que de toute civilisation. Et c'est ici qu'il faut saisir toute l'importance des préjugés raciaux et des complexes de supériorité de l'Occident qui, en Afrique,
vont influencer la libre démarche du cinéma et des cinéastes. Car la comparaison entre les deux civilisations indo-européennes et négro-africaines ne se situe plus au niveau des humanités, mais des techniques, et c'est par référence à cette civilisation technicienne devenue universelle mais hors de laquelle se trouve encore l'Afrique, qu'aujourd'hui on juge les peuples. L'Afrique colonie européenne. En 1895, donc au moment de la découverte du cinématographe par les frères Lumière, presque toute l'Afrique était une colonie européenne. La génération des jeunes cinéastes français nés avec ce nouveau moyen d'expression, auréolé de surcroît du prestige de la victoire militaire de 1918, a été nourrie du mythe de la supériorité des hommes à peau blanche et encore de ce que Jean Amrouche exprima si bien 33. Le français pense l'universel comme une extension des caractères français et par réduction à ces caractères, de toute réalité étrangère. Il demeure sous le charme d'une mythologie qui lui rend malaisé de reconnaître l'autre, quel qu'il soit comme autre. La France est pour le français la mesure du monde et le style français, en tout domaine, le modèle envié toujours imité, mais inimitable, de toute civilisation accomplie. Ainsi, sur de telles données culturelles, la voie des mythes était grande ouverte pour les jeunes reporters cinéastes partis à la conquête de l'Afrique. Il ne pouvait dès lors être question pour la plupart d'entre eux d'aller à la recherche de la spécificité africaine, encore moins d'en expliquer les raisons. Leurs images devaient corroborer toute une philosophie raciste et colonialiste, qui était le climat dans lequel ils vivaient. Les militaires, les missionnaires, les commerçants et même les savants européens s'étaient ingéniés à limiter l'horizon des connaissances de leurs compatriotes en présentant une fausse image de l'Afrique, parce que leur compréhension des faits n'était saisie par eux qu'au niveau élémentaire de leur propre connaissance. Pour les autres, il s'agissait d'infirmer une thèse pour répondre à la notion communément admise de la supériorité de l'Occident. Et la puissance de ces images muettes était déjà soutenue à l'époque par la présence physique d'un commentateur, ignorant souvent, qui se donnait des allures de celui qui connaît ce dont il parle, auprès d'un public qui ne demandait qu'à croire. Ainsi nous en arrivons au moment où, influencé par le reportage, puis le documentaire, l'exotisme intervient dans le cinéma romanesque. Désormais, nous dit Pierre Le Prohon, une grande part de la production comprendra des drames exotiques, des intrigues où les oppositions de race et de mœurs renouvelleront pour quelque temps les thèmes sentimentaux jusque-là exploités. Il y eut quelques réussites, mais c'est ici qu'il faut signaler l'évolution même de l'esthétique cinématographique qui, partie des décors extérieurs avec lumière, s'enferme dans les studios avec Méliès, pour sortir de nouveau dans la nature et cela grâce à l'apport de l'exotisme. Des films américains et des réussites des documentaristes, tels que ceux que nous signale Georges Sadoul dans son Histoire du cinéma et qui en ont Joris Ivens, Flaherty, Dziga Vertov, Eisenstein, Pudovkin, Dovienko, Murnau, Grierson, Léon Poirier, Paul Gastelnau. Et l'on s'aperçut alors que l'exotisme n'était pas uniquement une question d'aspect extérieur de paysage ou de scènes pittoresques, mais d'abord d'esprit et de climat. Les westerns américains eurent et ont toujours une grande faveur en France, et nous voyons qu'ils intéressent aussi les Africains, parce que leur authenticité, nous dit avec juste raison Pierre Le Prohon, dans son livre L'exotisme et le cinéma, est subordonnée au désir de leurs réalisateurs d'être fidèles à leur race, à leur climat, à leur esprit et partant de là, à leur indifférence envers le marché étranger. Or la plupart des longs métrages qui ont choisi pour cadre la terre d'Afrique, se sont inquiétés de plaire surtout aux spectateurs européens. Et de 1929 à 1938, il ne s'est produit aucun changement dans la conscience de l'Europe impérialiste en matière de films sur l'outre-mer. Du côté des colonisés, les révoltes successives qui ont jalonné leur histoire à cette époque attestaient déjà leur volonté de prendre en main leur destinée. S'il n'y a pas eu de révolution de ce côté-là, la révolution, nous la trouvons du côté de la technique cinématographique. Le cinéma est devenu parlant et l'aventure africaine sera, non plus seulement visuelle, mais encore sonore. L'avènement du film parlant aurait-il affolé les pouvoirs publics ? En France, le cinéma muet jouissait d'une liberté qui allait être remise en question en Afrique, par l'évolution politique en France. Les dispositions du fameux décret du 11 mars 1934, plus connu sous le nom du décret Pierre Laval, venaient régler la situation des films en Afrique. À partir du 11 mars 1934,
l'administration assume l'entière responsabilité des films tournés sur l'Afrique. Et comme ces films, quant à l'esprit, sont tous mauvais à quelques exceptions près, nous sommes en droit de dire que le pouvoir colonial les voulait ainsi. C'est vrai, le décret est inapplicable, car il place un cinéaste consciencieux dans l'impossibilité de tourner un seul mètre de pellicule. Une attitude négative dans le domaine de la réalisation ne pouvait se traduire, côté officiel, que par une incohérence dans l'organisation des circuits de distribution de ces films non commerciaux. L'après-dernière guerre mondiale. Nous voici arrivés, dans l'après-dernière guerre mondiale dont nous connaissons les grandes espérances que suscitèrent les promesses de renouveau pour tous les peuples. Cette promesse ne s'est traduite en France et dans le domaine colonial que par des changements de forme. Si l'on ne parle plus d'empire, de colonie, mais d'union française et de France d'outre-mer, la politique coloniale quant au fond est restée identique à elle-même. Et pourtant en France même, des positions anticolonialistes sont développées et réaffirmées, et pourtant des peuples se libèrent du joug colonial et accèdent à l'indépendance politique. Le cinéma d'exotisme ressemble en cela à la politique coloniale. Passant du colonialisme au néocolonialisme, il continue imperturbablement dans les films comme Nagana, Les Paysans Noirs, La plus belle des vies, à n'aborder les problèmes africains que sous l'angle de la dépendance perpétuelle de l'Afrique. Si dans presque tous les domaines de la pensée et de la création artistique, l'Afrique a commencé de parler en son nom, il est encore des domaines où l'Europe continue de parler au nom du continent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.